Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Bienvenue dans ce 4e épisode de La Vérif signé 7ème dimension. Donc on a déjà expliqué un petit peu le concept dans le premier épisode de La Vérif. Voilà, le but de La Vérif, je le rappelle quand même pour ceux qui débuteraient avec cet épisode 4, c'est plus ou moins de récupérer des films dans de nouvelles éditions et surtout des films qu'on n'a pas eu le temps de voir en salle et qu'on regarde par le biais en fait d'un Blu-ray ou d'un Blu-ray collector récupéré dernièrement. Donc cet épisode 4 de La Vérif, je vais l'estampiler post-confinement parce que ça me fait marrer. J'ai pu entendre du coup des podcasts qui parlaient de ou qui s'estampilaient enregistrés pendant le confinement ou post-confinement ou enregistré en déconfinement. Bon, ça me fait un peu sourire parce que au final, le fait d'enregistrer un podcast, c'est plus ou moins être en confinement. Donc quoi qu'il arrive, on est seul dans une pièce face à un micro, face à son software et on s'adresse plus ou moins à personne. C'est ça qui est intéressant. Ou plutôt, je m'adresse à vous, mais dans le futur, c'est-à-dire au moment où vous êtes en train de m'écouter, qui n'est pas le moment de l'enregistrement. Vous m'avez toujours suivi, je vous ai pas perdu. Donc voilà, c'était un petit côté pour me marrer. Voilà, épisode 4 de La Vérif, on est en mode déconfinement. Voilà, ça se passe. Donc, alors, au programme de cet épisode 4, ça sera le Dr. Sleep de Mike Flanagan, que j'ai pu récupérer dans une somptueuse édition collector Blu-ray éditée par Warner Bros, où figure à l'intérieur 2 galettes, une galette dédiée à la version cinéma, donc la version salle, et une galette dédiée à la version Director's Cut. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette version Director's Cut, c'est que hormis le fait que le montage ne soit pas le même, elle rajoute pas loin de plus d'une demi-heure en fait de scènes inédites, ce qui en fait vraiment un film différent par rapport à la version salle. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là aujourd'hui, dans cet épisode 4 de La Vérif, moi je vais me concentrer sur la version Director's Cut, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas allé le voir en salle. Voilà, donc j'avais déjà expliqué que le budget de l'émission avoisinant 0€, donc si ça se retrouve dans La Vérif, c'est que je n'ai pas pu aller le voir en salle. Donc j'ai pu avoir des échos, j'ai pu lire des choses, entendre des choses comme quoi la version ciné, il y avait quelques problématiques et que cette version Director's Cut faisait quasiment du film sorti en salle de Mike Flanagan quasiment un chef-d'œuvre. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'on va chroniquer aujourd'hui, parce qu'en fait ce film-là, voilà, il a tout du projet à problème dès le départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est tiré d'un livre de Stephen King, qui est à la fois la suite d'un de ses propres livres à succès, qui est le Shining, et en même temps, il doit être une suite au Shining de Stanley Kubrick, c'est-à-dire la version cinéma de Shining. Donc autant vous le dire de suite, là, Mike Flanagan, quand il s'attaque à ce projet-là, tout le monde le scrute et il est dans la même position en fait que Denis Villeneuve quand il s'attaque à la suite de Blade Runner. Donc c'est ce que nous allons voir. Dans un premier temps, on va s'occuper en fait vraiment de cette envergure de projet, de comment le projet s'est monté, pour ensuite parler de cette version Director's Cut et de ce qu'amène Mike Flanagan à l'univers de Stephen King.
Alors Mike Flanagan, c'est un réalisateur qui est en train d'émerger. Donc j'ai fait une petite comparaison avec Denis Villeneuve là, juste avant, et c'est vrai qu'on peut le comparer à Denis Villeneuve dans cette capacité en fait à grossir en termes d'ambition de film en film. Donc Mike Flanagan, c'est quelqu'un qui a commencé en fait, on va dire très bas, avec la suite de Ouija, voilà, un petit film horrifique, on va dire pour collégienne, et ensuite rapidement il a commencé à prendre du galon, et notamment en fait au travers d'œuvres spécifiquement produites par la plateforme de VOD qu'est Netflix. Donc c'est à dire qu'on a pu le retrouver à la tête d'une série d'épouvante ambitieuse qui est House on Haunted Hill. Voilà, donc tout le monde a entendu parler de cette série, donc ça a fait un carton en termes d'audience sur Netflix, et honnêtement ouais, on a pu se rendre compte de ce qu'était le style Mike Flanagan. Et ce style, c'est quoi? C'est des décors soignés, des vraies positions de caméra, des vrais plans de cinéma, une vraie envie de cinéma, de mise en scène. Mike Flanagan va prendre le temps de mettre en place les éléments. Il y a de l'émotion, il y a du personnage, c'est bien écrit. Donc vraiment, on peut encore une nouvelle fois le rapprocher avec le travail que fait Denis Villeneuve à l'heure actuelle. Donc Mike Flanagan, donc on prend une grosse claque avec House on Haunted Hill, et on prend aussi une autre claque avec une première adaptation de Stephen King produite par Netflix qui est Jessie. Et Jessie, ça a la réputation à la base en termes de bouquin d'être inadaptable. Donc ce Jessie là, j'ai pu le voir sur la plateforme de VOD, je pense que vous aussi vous avez pu le voir, et c'est réellement une performance de mise en scène, d'ambiance, dans une globalité sur quasiment un peu moins de 2 heures. Donc Carla Gugino dans le rôle principal de Jessie, elle est fantastique, et il arrive à mettre une tension, une ambiance, à reprendre ce qui faisait la force du bouquin de Stephen King, c'est-à-dire créer de la tension autour d'un huis clos qui se passe dans une chambre à coucher. Voilà. Et on navigue entre les pensées de l'héroïne, ce qui se passe réellement, ce qui pourrait se passer, ce qu'elle a imaginé. Donc on est vraiment dans l'onirisme, et j'ai envie de dire chapeau bas Mike pour avoir réussi à retranscrire en fait le côté anxiogène du roman de King, et à offrir une vraie proposition de cinéma entre guillemets, je mets bien les guillemets, mais c'est du cinéma sur du VOD. Donc ouais, Mike Flanagan sur Netflix, c'est quand même le haut du panier. On le retrouve aussi sur Ne t'endors pas, voilà, qui est une proposition aussi horrifique qui fonctionne bien aussi, voilà. Donc ça c'est un petit peu plus classique, c'est pour ça que je m'y attarderai pas longuement dessus, mais voilà, Mike Flanagan, moi, de ce que je peux en voir aujourd'hui au travers des quelques films dont je viens vous parler, c'est qu'il a en lui le potentiel de devenir un vrai artisan du fantastique, comme ont pu l'être, on va dire, ses pairs comme Wes Craven, comme John Carpenter. Il y a une vraie envie de respecter en fait le sujet, le genre fantastique, et de prendre le temps de poser une ambiance, de faire des mouvements de caméra, de raconter une histoire. Voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. On n'est pas dans un style ostentatoire, en mode regardez, j'ai une nouvelle caméra qui permet de faire par exemple du slow-mo à tant d'images par seconde ou tel effet de style. Non, on est vraiment du coup dans du classicisme, mais classicisme, ça veut pas dire que on s'endort derrière la caméra. Donc vraiment direction artistique, direction d'acteur, mise en scène, on est vraiment au top avec Mike Flanagan, et j'ai envie de vous dire, il est en train de faire ce qu'aurait pu faire Jim Mickle, voilà, le réalisateur de Stakeland. Donc il est en train de faire ce qu'aurait pu faire Jim Mickle, c'est-à-dire vraiment gravir les échelons pour s'imposer comme un artiste chevronné, voilà, et un auteur contemporain du genre fantastique. Donc Mike Flanagan, voilà, vous pouvez retenir son nom, il est à ranger aux côtés des talents émergents, à l'image de Jordan Peele, voilà, réalisateur de Us et Get Out. Donc voilà. Donc là, ça c'est pour le postulat autour de Mike Flanagan. Donc Mike Flanagan ne cache pas, dès le départ, dans ses entretiens, dans ce qu'il peut dire, il ne cache pas en fait son amour pour Stephen King, c'est son auteur préféré. Donc il a eu toujours en tête
cette envie d'adapter Dr. Sleep. Voilà, il le dit lui-même, voilà, ça on peut le voir dans les bonus du Blu-ray édité par Warner Bros. Donc voilà, il le dit, c'est son auteur favori, et très tôt, il envisage des adaptations de Stephen King. Donc on va dire qu'il va se faire la main en fait sur House on Haunted Hill et sur Jesse pour anticiper un peu le travail à faire sur Dr. Sleep. C'est un peu ce qu'a fait aussi Guillermo del Toro en fait avec Blade 2 pour son Hellboy. Voilà, c'est vraiment une répétition. Voilà. Donc, on a d'un côté un honnête artisan et de l'autre, voilà, et c'est ça toute la problématique du projet, toute la difficulté qu'il y avait dans cette adaptation, c'est qu'il s'attaque aussi, c'est Dr. Sleep, c'est une suite à un monument du cinéma qui est le Shining de Stanley Kubrick. Donc, alors, Shining de Kubrick, là, je vais vous donner l'avis qu'on a ici à 7ème dimension sur le Shining de Kubrick, eh ben, on l'aime pas forcément. Voilà, donc alors Stephen King n'aime pas cette adaptation et moi je ne suis pas fan du Shining de Kubrick pour d'autres raisons. Voilà, c'est pas pour soutenir Stephen King ou pour dire voilà, Stephen King c'est mon écrivain favori donc je vais être d'accord avec lui. Non, c'est pas pour ça. J'ai depuis toujours en fait une problématique avec le cinéma de Stanley Kubrick. Alors je reconnais tous les talents de mise en scène qu'a Kubrick, oui. Il est générateur d'œuvres qui resteront dans l'histoire du cinéma, mais si on prend le cas de Shining et qu'on le remet dans le genre épouvante horrifique, pour moi, ça fait partie de ces films fantastiques faits pour les gens qui n'aiment pas le cinéma fantastique. Voilà. Donc je vais développer un petit peu cette idée, c'est-à-dire que tout est atténué. Voilà. Donc l'argument fantastique, le Shining en lui-même, le don du gamin, et dans cette adaptation du roman de Stephen King, on va dire presque mis de côté pour se concentrer sur le cocon familial et la folie du personnage incarné par Jack Nicholson. Voilà. Donc déjà, il y a une orientation. Alors, effectivement, c'est une adaptation. On n'est pas obligé d'adapter les écrits mot pour mot d'un auteur. Ça, je conçois. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut vraiment distinguer le Shining de Kubrick et le Shining de Stephen King, le bouquin d'origine. Donc ils sont clairement différents, ils ont une base qui est commune, mais ils empruntent des chemins qui sont différents. Mais c'est vrai que Shining, voilà, c'est effectivement de la maîtrise, c'est-à-dire des plans iconiques au cinéma, mais putain de merde, qu'est-ce que c'est désincarné ? Voilà, c'est-à-dire que c'est à l'image, voilà, c'est ce que moi j'en pense, à l'image du cinéma de Stanley Kubrick, c'est-à-dire que c'est froid. C'est un cinéma de performance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Kubrick s'est attaqué à un genre, c'était pour livrer le film ultime. Voilà. Mais à chaque fois, c'était désincarné. En termes d'émotion, on va dire de focalisation sur le personnage principal, donc c'est désincarné, c'est froid. Donc Kubrick, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le disait, n'a jamais aimé travailler avec les acteurs et ça se ressent dans son cinéma. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il va chercher la performance, il va chercher le plan, il va chercher l'image iconique, mais en termes d'émotion, c'est froid. Voilà. Donc, même si Jack Nicholson en fera des caisses, voilà, dans le surjeu, dans son personnage, ah ben oui, hein, effectivement, aujourd'hui, quand vous parlez de « Tiens, j'ai un mari qui est fou et qui se trimballe avec une hache dans la maison », on pense à Shining. On est d'accord. Mais ça reste du cinéma, on va dire, de performance. C'est-à-dire, voilà, Kubrick, quand il s'attaque à Shining, déjà, il prend le roman de Stephen King, on va dire, de haut, parce que ça c'est ce qu'il disait lui aussi, voilà, c'est-à-dire que pour lui c'était une base de travail, c'était pas non plus un bouquin formidable, et à partir de là il fait sa tambouille et avec une seule idée en tête, c'est-à-dire je vais faire le film d'épouvante ultime, sauf que, désolé de le dire, Stanley Kubrick n'est pas un réalisateur d'épouvante, comme il n'est pas un réalisateur de films de guerre, comme il n'est pas un réalisateur de drame, donc ça, à chaque fois il s'est attaqué à un genre, mais il ne l'a pas compris, voilà. Donc c'est pour ça que Shining, pour moi ça reste dans la même catégorie que le premier Amityville. Alors il y en a qui vont gueuler, mais vous avez le droit de gueuler, voilà, c'est une opinion. Ça reste ces films-là où il y a un peu de sang, ça crée un peu, c'est un peu choquant, l'argument fantastique est épuré au maximum. C'est un peu ce que fait Shyamalan quelque part. C'est amener un petit peu de réalisme, d'accord ? Donc Shyamalan amène du naturalisme, du réalisme. Là, pour le coup, Stanley Kubrick, il prend Shining, il en fait un film de gros studio et il en fait un film
d'horreur pour ceux qui aiment pas l'horreur entre guillemets, voilà. Donc, et c'est un petit peu ce qui en a été dit, voilà. Par exemple, moi, mon père, quand il me parlait de Shining, c'était un peu ça, c'était genre ouais, le truc un petit peu qui fait peur, mais voilà, c'est pas comme Massacre à tronçonneuse. T'oseras jamais dire que tu regardes Massacre à tronçonneuse. Là, je parle d'une époque que les plus jeunes n'ont pas connue, c'est-à-dire que à un moment donné, tu peux dire Shining, ça passe bien, voilà. Tu commences à parler de Reanimator, tu commences à parler de Society de Brian Yuzna ou des choses comme ça. Là, voilà, c'est plus, on va dire, c'est plus dans la sous-culture, c'est plus dans une, voilà, dans une frange, dans une catégorie qui est pas bonne à mettre, on va dire, en société. Voilà. Donc Shining, c'est bien d'en parler. Je ferai un autre parallèle. Prenons par exemple le cas de William Friedkin. William Friedkin, quand il fait L'Exorciste, ouais, c'est pas un réalisateur d'épouvante, mais bordel de merde, Bill Friedkin, quand il s'attaque à L'Exorciste, il y va à fond la caisse et il livre à la fois un film de grand studio, voilà, avec un gros budget, et en même temps un vrai film d'horreur qui tortille pas du cul, il va directement là où ça fait mal. Voilà. Tandis que Shining, ben voilà, c'est plus froid, donc on prend du coup du recul par rapport au sujet et on le traite de haut. Donc c'est pour ça que je n'aime pas le Shining de Kubrick, mais par contre, je lui accorde tout ce qui a été mis en place. La mise en scène est formidable, l'utilisation du Steadicam, c'est parfait, les plans iconiques, etc., ça n'enlève rien. Par contre, voilà, Shining, je m'emmerde complet en regardant ce film-là. Pour moi, il n'y a pas d'âme, voilà, il n'y a pas le supplément d'âme. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour ça qu'on parle aussi de Shining, donc on va le voir comme un premier opus, c'est qu'il prend des libertés par rapport au bouquin. Donc, c'est-à-dire qu'il va se permettre du coup d'emprunter des voies différentes, de tuer certains personnages et d'en laisser vivants d'autres, par exemple. Et du coup, quand Stephen King décide de faire Dr. Sleep, d'écrire Dr. Sleep, il fait une suite à son bouquin qui ne se finit pas de la même manière que le film de Kubrick. Voilà la grosse problématique, la grande difficulté qu'a dû rencontrer Mike Flanagan, c'est-à-dire qu'il devait à la fois adapter un bouquin qui est la suite d'un autre bouquin et en même temps faire être la suite cinématographique d'un film qui était adapté du premier bouquin mais qui ne se finit pas de la même manière. Vous imaginez le problème, et en plus de ça, c'est-à-dire qu'il fait suite à un film de Kubrick. Donc voilà, les fans de Kubrick, voilà, c'est les gens qui arpentent les cinémathèques, hein, pas les nerds hein, comme nous dans les cinémathèques, les autres, entre guillemets. Donc ces fans-là, c'est en mode, il faut pas y toucher. Voilà, faut pas y toucher. Le mec, il arrive derrière Kubrick. Voilà, Kubrick, c'est un monument. C'est-à-dire, voilà, tu peux pas taguer le monument, sinon tu te fais défoncer la gueule. Donc voilà la grosse problématique derrière cette adaptation, et moi j'étais super curieux du résultat. Va-t-il s'en sortir? Donc je refais un parallèle sur le Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, c'est la même chose. Faire une suite à Blade Runner, quel était l'intérêt? Aucun. Blade Runner se suffit à lui-même, et puis on va remettre les choses dans le contexte aussi. Blade Runner, voilà, ça n'a pas été un succès au box-office, ça a pris ses galons avec le temps, voilà. Donc ça a été un succès en vidéoclub, en VHS, et au fur et à mesure du temps, ça a pris son postulat de film culte. Mais à la base, c'était pas un succès. Donc déjà, dans cette volonté d'adapter, de faire une suite à Blade Runner, déjà, la fin de Blade Runner ne permet pas, je veux dire, il y a un début, une fin, il n'y a pas besoin d'en rajouter, voilà. Et en plus, c'était pas un succès. Donc, quel était l'intérêt? Mais par contre, Denis Villeneuve, avec l'approbation de Ridley Scott, se lance dans une suite d'un film culte, d'un monument, et putain de merde, ouais, il réussit le pari. Moi, j'aurais pas misé, du coup, 1 euro sur cette suite de Blade Runner. Donc là, on est un petit peu dans le même cas de figure. Alors maintenant, on va lister déjà, dans un premier temps, les différences entre Shining le bouquin et Shining le film. Bon, ce qu'il faut savoir, voilà, on va être succinct, parce qu'on va pas lister non plus toutes les différences, mais vraiment les différences fondamentales, c'est que déjà, le côté Shining, le côté du don de Danny Torrance, donc du fils de Jack Torrance, du fils de Jack Nicholson, donc ce don qu'il a de clairvoyance, cette espèce de sixième sens, c'est un peu traité
mais pas trop dans le Shining de Kubrick. Voilà. Alors que dans le Shining, le bouquin, c'est clairement l'essence même du roman de Stephen King. Donc là, il y a un premier cas de figure. Et l'autre cas de figure, c'est que le personnage de Jack Torrance, le père de Danny, ne meurt pas de la même manière dans le bouquin et dans le film. Voilà, donc déjà, ça, c'est une première cas de figure. Et vous avez aussi l'autre personnage qui est celui de Dick O'Halloran, voilà, qui est du coup l'espèce de majordome de l'hôtel Overlook, qui dans le bouquin est vivant à la fin et qui dans le film meurt. Donc ça aussi, ça pose des problèmes de continuité. Donc on avait ces problèmes-là. Voilà. Donc Mike Flanagan, lui, il les prend à bras-le-corps et il arrive à résoudre beaucoup de choses. Et ça, c'est déjà le gros point positif du film, c'est qu'il arrive à s'inscrire comme étant, dans un premier temps, une excellente adaptation du bouquin de Stephen King, sans forcément suivre à la ligne les écrits de Stephen King, et en même temps, il est une excellente suite du film de Kubrick, et je vais oser le dire dans ce podcast, moi, je le trouve bien meilleur que le Shining de Kubrick, même si ça ne traite pas de la même chose. C'est-à-dire que ce Dr. Sleep, il a du cœur. Mike Flanagan, il prend le genre avec respect. Il le traite pas de haut, il cherche pas la performance. Tout ce qu'il veut faire, c'est raconter une bonne histoire. Et il le fait très bien. Donc déjà, à ce niveau-là, je suis très heureux de constater que ce réalisateur-là, putain, ouais, il a une bonne paire de couilles parce que il a réussi ce pari-là. Donc déjà, dans un premier temps, ça, pari réussi à ce niveau-là. Donc, que raconte déjà Dr. Sleep? Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc je vais faire un petit mix entre le film et le bouquin. Donc Dr. Sleep, c'est une suite directe en fait au Shining de Kubrick. Donc le Shining, pour ceux qui ne suivent pas, qui n'ont jamais vu le film de Stephen King et qui n'ont pas lu, le film de Kubrick et qui n'ont pas lu le roman de Stephen King, le Shining en fait c'est un don, voilà, qui permet, c'est un petit peu un mélange de sixième sens, de télépathie, de télékinésie, voilà. C'est vraiment déjà un thème qui revient beaucoup dans l'œuvre de l'écrivain Stephen King. Ce don de clairvoyance, de pouvoir faire bouger des objets, c'est à l'origine de plein de bouquins. Donc le Shining, voilà, c'est vraiment un don. Et ce don-là peut être... voilà, beaucoup d'êtres humains peuvent l'avoir, voilà, à différents degrés. Voilà, c'est ce qui est à peu près expliqué. C'est pour ça que dans le roman de Stephen King, et dans le film c'est un petit peu dit, Dick O'Halloran, l'espèce de maître d'hôtel, l'espèce de majordome de l'hôtel Overlook, a ce don-là. Mais il l'a beaucoup moins, on va dire de manière beaucoup moins prononcée que l'enfant Danny Torrance. Voilà. Et c'est pourquoi aussi les fantômes, on va dire les démons, les esprits diaboliques qu'il y a dans l'hôtel Overlook, veulent se nourrir en fait du don du gamin. Voilà, c'est à peu près ça le postulat. Voilà. Donc, Dr. Sleep étant une suite directe, on va retrouver en fait le personnage du coup de Danny Torrance à l'âge adulte. Et à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? On va dire que quand on a un père alcoolique, on a deux options. Soit on tombe dans l'alcoolisme, voilà, soit on ne boit pas une seule goutte d'alcool. Souvent, c'est à peu près ça. Voilà. Ou on boit une bière sans alcool. Lui, du coup, il tombe dans l'alcoolisme. Donc, il est complètement à la dérive et il voit en fait son pouvoir, son Shining, comme une malédiction. Donc, on va dire qu'il le met en veille, entre guillemets. Et c'est par l'intermédiaire en fait d'une petite fille qui s'appelle Abra, qui prend contact avec lui, que Danny Torrance va, on va dire, remonter la pente et se sentir investir d'une mission, c'est-à-dire aider cette gamine. Mais l'aider face à quoi? Donc la nouveauté qu'il y a dans le roman de King et dans le film de Mike Flanagan, c'est de nous présenter une communauté qu'on pourrait assimiler à des vampires, voilà, une communauté qui traverse les âges. Et comment ils traversent les âges? C'est qu'ils se nourrissent en fait d'individus du coup qui ont le Shining. Voilà, ils se nourrissent du Shining. Et ça c'est quand même assez super intéressant, parce que ça permet d'avoir une relecture sur le mythe du vampire. Donc moi j'ai trouvé ça à la fois dans le bouquin et dans le film assez cool. Voilà. Donc du coup cette menace là qui s'appelle le Nevray, voilà, traverse les âges.
Alors de temps en temps, ils vont recruter des individus qui ont le Shining et en fait, on va dire, les faire basculer en mode neuvré, en mode vampire. Et dans l'autre cas de figure, ils vont repérer, c'est-à-dire des individus qui ont le Shining, et ils vont s'en nourrir et même les stocker dans des petites bonbonnes à air comprimé pour pouvoir en fait se restaurer, on va dire entre guillemets se restaurer un peu plus tard. Donc du coup, on a une vraie menace, voilà, et on a ce personnage de Abra, donc cette petite fille, qui fait écho au personnage de Danny Torrance dans le premier roman, dans le premier film de Stanley Kubrick, donc c'est-à-dire que c'est une gamine qui a un Shining hyper développé, voilà. Et le fait qu'elle puisse détecter cette communauté de vampires la rend détectable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va, telle on va dire une radio, une radio, tel un sonar, détecter le personnage le Danny Torrance et lui demander de lui venir en aide. Voilà. Donc dans le bouquin, c'est une évolution qui se fait au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'au démarrage, la gamine est petite et c'est vraiment à l'adolescence qu'elle rencontre Danny. Dans le film, on nous montre un peu ce cheminement, mais ça c'est un peu plus rapide, voilà, parce qu'on va pas non plus passer 6 heures à voir la gamine évoluer. Mais c'est ça qui est intéressant, la relation, c'est-à-dire qu'elle le contacte une première fois, du coup via un mot sur un mur, ou par exemple via une impression, donc vraiment c'est une relation qui va évoluer avec le temps, et c'est ce qui va nous permettre aussi de proposer une vraie évolution au personnage en fait du coup de Danny Torrance, c'est-à-dire qu'on nous le présente comme à la dérive, comme alcoolique, et il va opérer une sorte de rédemption en aidant du coup le personnage d'Abra, et ça c'est super intéressant. Voilà, on retrouve un petit peu aussi ce qui était mis en place dans le premier bouquin de Stephen King, donc dans le Shining original, c'est que on a en fait le maître et le disciple. Donc Dick, c'était le maître plus ou moins du Shining qui apprenait aux gamins à gérer ce pouvoir-là. Et ben là, en fait, Danny prend la place de Dick. Voilà. Donc voilà pour ce postulat de base. Voilà. Donc la première problématique qu'a dû affronter Mike Flanagan, c'est que le personnage de Dick est vivant. Du coup au début de Dr. Sleep et à la fin de Shining, alors qu'il ne l'est pas du coup dans le film de Stanley Kubrick. Et ben il prend des solutions que je trouve intéressantes et qui coûtent pas d'argent au final. C'est que au final le personnage de Dick, il reprend les mêmes scènes que dans le bouquin, sauf que c'est un esprit. Voilà, donc le personnage de Danny dans cette période où il est petit, voilà, et qui fait suite, si vous suivez toujours au Shining de Kubrick, bah, discute avec Dick, mais sous la forme d'un esprit. Donc ce qui correspond très bien avec l'idée, avec on va dire le bouquin de King, en fait, avec l'œuvre de King. Donc ça passe bien. Et au fur et à mesure, toutes les problématiques en fait qui auraient pu intervenir dans le film sont évacués avec des choix judicieux. Voilà. Donc autre choix judicieux, c'est que Mike Flanagan va reprendre quelques éléments de l'esthétique du film de Kubrick, mais qui colle parfaitement à sa mise en scène. Donc des mouvements de caméra amples, une musique aussi qui est celle du Shining de Kubrick, donc il s'inscrit directement dans la continuité. Mais par contre, il va se permettre de prendre des légères sorties de route qui sont payantes. Donc l'une des sorties de route qui est payante, c'est de refaire revenir le personnage de Jack Torrance, donc c'est-à-dire qui était interprété par Jack Nicholson dans Shining, dans différentes scènes qui ont lieu à nouveau dans l'Overlook Hotel. Voilà. Ça c'est une prise de risque et qui s'avère payante. Alors déjà, premièrement, pourquoi ? Parce que déjà, faire revenir le personnage interprété par Jack Nicholson, ça pouvait, dans l'actualité qu'on connaît, il aurait pu choisir en fait le tout numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça je vais me permettre de ce 4e épisode de La Vérif pour vous en parler, il aurait pu faire ce qu'a fait Martin Scorsese dans The Irishman. C'est-à-dire qu'il aurait pu opter pour un espèce de plaquage de rajeunissement numérique dégueulasse. Voilà, donc ça, j'en profite pour vous le dire. Moi, The Irishman, ce procédé-là, ça m'a sorti complètement du film.
Voilà. Et ça aurait été le même cas de figure, je pense qu'il s'est posé ces questions, ça aurait été le même cas de figure pour l'acteur Jack Nicholson. C'est-à-dire que le rajeunissement numérique, ça peut fonctionner si on n'a pas de référence de l'acteur jeune. Je donne un exemple, Robert De Niro, on a pu le voir plus jeune dans des films de gangsters, et cette version de The Irishman plus jeune numérique ne correspond à rien, ça fait irréel, et même les yeux, il a des yeux, j'ai envie de reprendre l'expression en fait de l'agent Smith quand il parle de l'être humain à Neo, qui dit au travers de ses yeux de veau mort. Voilà, mais j'ai pensé à ça moi, les yeux de veau mort quand j'ai vu le résultat à l'écran. Donc non, ça fonctionne pas. Moff Tarkin du coup dans Rogue One, voilà, aller déterrer numériquement Peter Cushing, pareil. Il y a un truc qui marche pas. Voilà, tu sens que tu sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Et ben alors là, du coup, plutôt que d'opter pour ce rajeunissement, et ben il prend un autre acteur. C'est tout con comme choix. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Voilà, c'est un truc qui est tout con. Mais là, ça fonctionne vachement bien. Voilà. Donc il prend Henry Thomas, voilà, qui est un de ses acteurs au final fétiche. Donc Henry Thomas, c'était le petit garçon de E.T. Et vous avez pu le voir aussi en papa concerné ou pas concerné dans House on Haunted Hill. Il était déjà présent dans les films de Mike Flanagan, donc il refait appel à lui. Et il le filme sous différents angles pour qu'on comprenne bien que oui, c'est le personnage de Jack Torrance, oui, on est en mode Jack Nicholson-like, mais ce n'est pas Jack Nicholson, et il n'est pas rajeuni numériquement, et c'est un autre acteur. Ben ouais, ça fonctionne, mais carrément. Je vois pas pourquoi on serait obligé de coller. Voilà, donc la solution de facilité, c'est pas forcément la bonne. Donc là, ouais, effectivement, prends un autre acteur, fais-lui jouer le même rôle, on peut l'accepter. Donc ça fonctionne super bien. Donc ça, c'était une prise de risque. Il se permet d'aborder des thématiques, de faire du lien, du coup, à un thème présent dans le bouquin et faire référence au film de Kubrick. Il est dans l'hommage et il prend pas le truc de haut. Donc moi je trouve ça génial. Donc ça fonctionne super bien, et on est bien loin de toutes ces merdes de rajeunissement numérique qu'on peut voir à tort et à travers dans les films Marvel ou dans The Irishman. Voilà. Je prends un autre cas de figure aussi. Regardez par exemple sur ce genre de solution. Regardez le travail qui est fait par Peter Jackson entre la trilogie du Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, pour montrer la différence entre par exemple les Hobbits et les hommes, il utilise la perspective forcée, il utilise des doublures, il se met derrière, ça coûte que dalle, ça fait faire des économies. Et ben dans le Hobbit, comme il est en pleine possession de ses pouvoirs, il délocalise la prod, il envoie des caméras au Royaume-Uni où il y a Ian McKellen, et en même temps il y a des caméras en Nouvelle-Zélande où il y a les nains qui sont présents dans la maison de Bilbo, et ils tournent tout en simultané, et au final ça coûte je sais pas combien de millions de patates à produire, et puis au final on aurait pu le faire autrement. Donc voilà. Toujours utiliser les procédés les plus simples, et c'est revenir en fait au final à la base de ce qu'est le cinéma et de ce que pouvait faire Hitchcock aussi. Voilà, il n'avait pas besoin d'effets numériques pour raconter une histoire. Donc voilà, je suis pas en mode le rajeunissement numérique c'est dégueulasse. Je suis juste en train de vous dire qu'il y a des solutions qui ont déjà été testées et qui fonctionnent bien, et là ça marche bien. Donc déjà premier cas de figure intéressant. Mike Flanagan, alors il est respectueux, mais il n'oublie pas qu'il fait une adaptation de roman, et qu'il n'est pas obligé de l'adapter au mot près. Donc son script, il va évacuer des choses qui étaient présentes dans le roman de Stephen King, et que moi aussi je jugeais en fait un petit peu lourdes. Donc Stephen King, quand il écrit Dr. Sleep, il essaye de faire aussi un espèce de tout est lié avec Shining. Donc on découvre au fur et à mesure du bouquin, bon désolé pour ceux qui ne l'ont pas lu, donc là je vous mets un spoiler alerte, voilà, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez avancer après de 2 minutes. Donc dans le bouquin Dr. Sleep, on découvre en fait que la mère d'Abra, en fait, c'est la fille cachée. C'est plus ou moins la fille cachée de Jack Torrance. Donc ça fait un tout-éliage en mode, du coup, Danny, bah, c'est mon oncle. Voilà, Danny, c'est l'oncle d'Abra, ce qui peut expliquer que Abra a un Shining très puissant. Et ben ça, c'est pas présent dans le film, et je trouve ça très bien. Parce qu'au final, c'est lourdingue. La fille cachée, on se croirait dans un mauvais Van Damme. Voilà, oh, c'était le frère jumeau. Voilà, donc ça, c'est très bien qu'il ait évacué. Et il se permet même, là par contre, du coup, je referme la baille spoiler, je ne vous en parlerai pas. Il se permet même, du coup, un final
très différent du Dr. Sleep écrit par King, et qui est génial, et qui fonctionne très bien, et qui au final est très touchant. Ça me rappelle un peu le travail qu'a fait Frank Darabont avec The Mist. Donc ouais, putain, Mike Flanagan, chapeau quoi. T'as toutes les difficultés, tu les as évacuées, et t'as pris aussi des libertés qui s'avèrent payantes. Voilà. Donc bien entendu, tout ça, moi là, je me base sur la version Director's Cut, voilà, qui fait 3 heures. Et c'est celle que je vous conseille. Moi, je n'ai pas vu la version sale, pour la simple et bonne raison que j'ai récupéré. Moi, j'essaye de regarder la version qui est le plus en accord avec la vision de l'auteur. Donc j'ai une Director's Cut, je regarde la Director's Cut, et je me base là-dessus. Donc au niveau du choix du casting, c'est aux petits oignons. On retrouve des vieilles trognes. Moi j'aime toujours voir Bruce Greenwood, même s'il est dans un 100e rôle, j'aime bien sa gueule. Quand tu vois sa gueule, il y a marqué sur son visage, j'ai un passif, etc. Voilà, c'est un effet spécial à lui tout seul. Donc voilà, c'est très bien. Mais au niveau des têtes d'affiche, le rôle de Danny Torrance, et ben du coup, il échoue à Ewan McGregor. Alors Ewan McGregor, j'étais pas fan au début de sa carrière. Voilà, c'était un acteur qui a été révélé avec le cinéma de Danny Boyle, notamment au travers de Trainspotting. J'étais pas fan de ses performances et au final, en vieillissant, je l'aime bien. Déjà, pour moi, Ewan McGregor, c'est la plus grande réussite de la prélogie Star Wars. Je trouve que à partir de l'attaque des clones et notamment dans la revanche des Sith, il fait un travail formidable. Donc rien que pour ça, je l'aime beaucoup et je retrouve un petit peu dans son rôle de Danny Torrance une humanité. Un côté touchant et un côté protecteur, donc il a plein de nuances dans son jeu. Le rôle est pas évident, hein. Voilà, et on aurait pu tomber dans des clichés, mais on est vraiment dans un rôle représentatif de ce qu'on aime bien aux États-Unis, c'est-à-dire le côté rédempteur. Voilà, la rédemption. J'en avais déjà parlé avec Manhunter la dernière fois, mais voilà, on a un côté rédemption affiché. Ce qu'il faut mettre en parallèle aussi dans ce film-là, c'est que bien entendu, Stephen King met toujours un peu de lui-même à l'intérieur. Donc quand il a écrit Shining, il était dans l'alcoolisme. Quand il écrit Dr. Sleep, ça fait très longtemps qu'il est sobre. Donc on sent aussi un petit peu cette patte-là au niveau du personnage de Danny Torrance. Donc on pourrait dire que Jack Torrance, du coup, c'était le Stephen King d'avant et que Danny Torrance, c'est le Stephen King d'aujourd'hui. Donc voilà. Donc en tout cas, Ewan McGregor, franchement au top. Voilà, au top. Il est génial. Donc ensuite, pour incarner, on va dire la chef de la meute de ce Nevray, il fait appel à Rebecca Ferguson. Alors Rebecca Ferguson, elle n'a pas une carrière longue comme le bras, mais elle fait partie de ces actrices assez atypiques qui peut passer d'un rôle à un autre. Donc on a pu le voir dans Life d'origine inconnue, par exemple, espèce de alien-like, et qui est pas si mauvais que ça. Moi j'ai pu le réévaluer dernièrement parce qu'il a été mis à disposition sur Netflix, donc j'ai pu le revoir. Et voilà, c'était sorti pas très loin de Prometheus, et c'est un alien-like qui est valable, que j'aime bien. Voilà. Donc Rebecca Ferguson, elle amène le côté séduction, parce que clairement, le fait que le chef de ce Nevray soit un personnage féminin, soit dans la séduction, ça fait aussi, on va dire, hommage au mythe du vampire qui est dans la séduction, voilà, aussi. Donc il y a ce côté-là qui est assez sympa et qui est bien retranscrit par Rebecca Ferguson à l'écran. Donc elle livre une prestation qui est valable. Elle s'impose réellement dans ce rôle d'icône du mal. Donc ouais, vraie performance aussi au niveau de l'actrice. Donc de toute façon, dans ce film-là, le jeu d'acteur est vraiment au top. Donc on se rend vraiment compte que Mike Flanagan prend du plaisir à faire du cinéma et prend du plaisir à diriger ses acteurs. Donc au niveau de la petite fille, c'est un premier rôle. Donc voilà, vous me pardonnerez de ne pas retenir son nom. Donc elle fait aussi clairement le taf. Donc, et au niveau de ses acteurs, de ses seconds rôles qui incarnent aussi les membres du Nevray, petit bémol, c'est un peu plus creusé dans le bouquin. Là on avait quand même 3 heures, on aurait pu un petit peu plus afficher les particularités de certains, mais globalement on s'en sort bien. En termes de mise en scène, déjà c'est somptueux. Voilà. En termes de mouvement de caméra, tout y est, hein. Tout y passe. C'est somptueux, c'est classieux. Il y a des vrais moments de tension à l'intérieur et ça prend le temps de les amener. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le travail sur les horizontaux et les verticaux. C'est-à-dire que
c'est très compliqué de pouvoir mettre en image le pouvoir du Shining, c'est-à-dire cette espèce de lien de communication, cette espèce de radar, de sonar, de détection qu'il y a entre les deux. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est cette espèce de voyage extérieur. On sent vraiment qu'il s'est inspiré Il a fait quelques recherches, en fait, sur ces phénomènes, en fait, d'extraction du corps quand on se contemple, quand on contemple son corps hors du corps. Et il travaille sur la verticalité, sur la connexion. Donc on a vraiment en fait des moments où le décor va bouger hors des lois de la physique, va basculer. On sent vraiment, il a réussi à mettre en place cette espèce de basculement avec des mouvements de caméra qui sont subtils et efficaces. Donc là, c'est le parti pris esthétique et technique. Il remporte les suffrages haut la main. Donc pour moi aujourd'hui, Dr. Sleep, c'est une vraie réussite. Voilà, dans sa version Director's Cut. Donc c'est 3 heures qu'on voit pas passer. C'est au diapason. Je trouve ça largement plus honnête que l'adaptation de Kubrick par rapport au bouquin de King. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, il a réussi à vaincre toutes les barrières. Non, c'est vraiment une grosse réussite. Moi je dirais que c'est l'un des chefs-d'œuvre de l'an passé. Voilà, c'est l'un des chefs-d'œuvre de l'an passé, aux côtés de Captive State, que j'ai déjà chroniqué il n'y a pas longtemps, et aux côtés de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Donc pour moi, c'est une vraie réussite. Donc j'ai envie de vous dire, si vous ne l'avez pas déjà vu, jetez-vous sur la version Director's Cut. C'est édité par Warner Bros. Alors, je sais pas pourquoi, d'habitude, Warner Bros, en termes d'édition, c'est un peu de la merde. Là pour le coup, ce qu'il faut savoir, moi je m'attendais à une sortie en catimini, c'est-à-dire vite expédiée, parce que Dr. Sleep, ça n'a pas été un succès d'estime, ça n'a pas été un succès au box-office. Ça s'est remboursé, sans plus. Donc c'est c'est un petit peu c'est une contre-performance. Donc ça s'est remboursé. Les avis sur la version salle sont mitigés. Mais par contre son dithyrambique, alors j'aime bien dire le mot, on va dire plutôt son grandiloquent, parce que du coup je l'ai un petit peu mâché. Les avis sont grandiloquents en ce qui concerne la Director's Cut. Donc succès d'estime, mais contre-performance au box-office. Donc oui, je m'attendais vraiment à une édition de merde en Blu-ray, sans bonus, voilà le truc de base. Et là au final, on se retrouve avec une double galette. D'un côté la version ciné, d'un côté la version Director's Cut. L'image est sublime. Le travail sur le son, c'est pareil. À noter quand même que la version Director's Cut est en VOSTFR. Voilà, vous n'aurez pas de VF dessus. En même temps, j'ai pas besoin de vous convaincre pour certains que voilà, la VO, ça reste primordial quand même pour ce type d'œuvre ou pour le cinéma en général. Donc voilà, une jolie sortie. Niveau bonus, allez, si on prend toutes les featurettes mis bout à bout, il y a une demi-heure. Bon, on n'y apprend pas grand chose, honnêtement. Voilà. Donc d'un côté, on a une petite featurette sur le côté faire le lien entre Shining et Dr. Sleep, où vous avez King et Mike Flanagan, copains comme cochons, qui vous disent que ouais, voilà, c'est génial, tout ça, c'est très bien. De l'autre, vous avez dans les coulisses un petit 13 minutes où on voit un petit peu Mike Flanagan en action sur le terrain. Voilà, rien de fou. On est au niveau en fait des bonus qu'on peut trouver sur une édition de Fast and Furious. Hein. C'est en gros, on est tous des amis. Voilà. Donc, mais bon, quelque part, j'ai envie de vous dire, pour aller 25 balles, vous avez l'assurance de regarder le film dans de bonnes conditions. Et ils ont fait au moins l'effort d'éditer les deux versions. Donc rien que pour ça, Warner, j'ai envie de vous dire... Ben ouais les gars, ouais, vous pouvez de temps en temps vous sortir les doigts du cul et faire une petite édition sympa. Et du coup, je pense qu'ils ont fait ça aussi pour essayer de transformer cette contre-performance du coup en salle, que ça soit un succès en vidéo. Ouais, je pense que c'est un petit peu l'idée derrière ça. Donc voilà, très bonne surprise ce Dr. Sleep de Mike Flanagan. J'ai pu apprendre en termes de news, voilà, qu'il allait
s'orienter vers d'autres adaptations de Stephen King à l'avenir. Comme quoi, au final cette contre-performance, ça l'a pas freiné. Donc je pense que voilà, les deux, King et Flanagan, sont très contents du travail avec Dr. Sleep et Jesse. Donc ils vont continuer dans ce sens-là. Et puis il y a aussi cette suite, cette deuxième saison à House on Haunted Hill qui va débarquer du coup sur Netflix dans quelques mois. Donc j'ai envie de vous dire, Mike Flanagan, surveillez-le bien. C'est un honnête artisan, c'est un auteur du genre en devenir. Voilà, il est l'héritier des Carpenter, Craven, qu'on a pu connaître dans les années 80-90. Donc ouais, on a un vrai cinéaste qui fait des vraies propositions et qui traite le genre avec respect. Donc accordez-lui un peu de crédit et regardez son Dr. Sleep, vous verrez, c'est quand même super cool. Donc comme je finis à chaque fois, n'oubliez pas, c'était 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre, bordel. Merci pour votre écoute. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.